Non seulement le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui a été ministre du Budget, les sujets ne manquent pas. On va parler évidemment des annonces d'hier et puis de vos projets en matière de sécurité en France. Commençons par hier. Alors, est-ce que c'est un tournant de la rigueur? Parce Non, qu'on a l'impression que Valls hésite autour du mot. non, ce n'est pas un tournant de la rigueur. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avait déjà engagé le redressement des comptes publics. D'ailleurs, les déficits, depuis que nous sommes en responsabilité, diminuent. C'était 5,3% du PIB en 2012. Nous étions à 4,8 à la fin de l'année 2012. 4,3 en 2013, et l'idée est de continuer cette réduction des déficits pour que nous puissions maîtriser notre dette, nous donner des marges de manœuvre pour réussir le redressement de notre appareil productif, pour investir sur les territoires, pour faire en sorte que la bataille contre le chômage soit gagnée. Mais est-ce que vous considérez, comme l'expriment certains maires, par exemple comme Jean-Claude Boulard au Mans, que finalement, avec ce régime drastique, il va devenir pour les maires impossible d'investir? Il y a déjà les associations familiales qui se plaignent du gel des prestations familiales, les fonctionnaires qui vont se plaindre forcément du gel de l'indice des fonctionnaires. Donc est-ce que c'est pas un problème politique aussi pour vous maintenant? Non, c'est pas un problème politique, parce que ce qui fait l'économie, c'est la réforme. J'entendais tout à l'heure que c'est une logique de rabot qui a présidé à la mise en œuvre de ce plan de 50 milliards et qu'il n'y a pas de réforme structurelle. C'est l'inverse, ce sont les réformes qui font les économies. Vous prenez les collectivités territoriales. Quel est le gouvernement qui a engagé un tel champ de réforme pour les collectivités territoriales, avec la refonte de la carte des régions, pour des régions moins nombreuses, plus puissantes, on peut redonner le ayant une calendrier. capacité... On peut redonner le calendrier. Oui, je vais vous donner le calendrier. Quel est le gouvernement qui a profilé sur les conseils généraux une ambition de modification de l'ordre existant avec autant de force que nous le faisons aujourd'hui? Quel est le gouvernement qui a engagé une refonte de la carte des intercommunalités comme nous nous apprêtons à le faire? Nous voulons des collectivités locales moins nombreuses, qui soient plus riches, qui aient une capacité d'investissement plus significative. J'ai fait l'expérience dans mon propre territoire de la fusion des collectivités locales. J'ai fusionné ma ville de Cherbourg avec la ville d'Octeville. Et qu'avons-nous constaté? Nous avons constaté une diminution des dépenses de fonctionnement de près de 20% que nous avons réutilisé pour investir, maîtriser la fiscalité. Donc, sur les 50 sur l'investissement des collectivités locales, si nous modifions comme nous le souhaitons, c'est une vraie réforme structurelle, une ample réforme structurelle, la carte des territoires comme nous nous proposons de le faire, alors nous aurons des collectivités locales plus riches avec une capacité d'investissement plus forte. J'ai plein de questions. Copé dit c'est de la com, Valls. C'est de la com, et de toute façon, il manque les 20 milliards qui vont financer la baisse. Mais que voulez-vous que dise Jean-François Copé? Il a été en soutien d'une majorité qui a augmenté de 170 milliards la dépense publique entre 2007 et 2012. Sur le plan des collectivités territoriales, à part le conseiller territorial, qui était un être hybride, qui, soi-disant, préfigurait une réforme des collectivités locales, que s'est-il passé? Rien. La dépense publique a augmenté de plus de 2%. Pendant le quinquennat précédent, nous sommes à 0,4% d'augmentation de la dépense publique. Mais quand ils disent tout ça n'est pas financé, il manque 20 milliards bien précis, documentés, qui permettraient d'expliquer... Mais les 50 milliards sont parfaitement documentés. Et j'ai d'ailleurs contribué à l'élaboration de ce plan, je sais où il se trouve. Et le Premier ministre l'a rappelé très clairement. Pourquoi tout le monde ce matin écrit qu'il y a un mystère, on ne sait pas où ils sont, ces 20 milliards? Il n'y a pas de mystère, je vais vous redonner les chiffres. Il y a 18 milliards sur l'État. Là aussi, les 18 milliards sur l'État, contrairement à ce que j'entends sur les ondes, il faudrait se plonger dans le dossier, ne relève pas d'une logique de rabot, mais d'une vraie réforme structurelle. Les opérateurs de l'État, dont le budget a augmenté de près de 15% entre 2007 et 2012, qui ont vu... C'est quoi, le les CNC, exactement, l'ADN, ce sont tous les démembrements de l'État qui concourent à des missions de service public. Et alors, on va en supprimer? Mais 15% d'augmentation de leur budget entre 2007 et 2012. On va en supprimer? Une augmentation de 6% de leur effectif. Eh bien, nous allons effectivement fusionner des opérateurs. Lesquels? Nous allons, par exemple, créer un grand opérateur de la biodiversité parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un opérateur par espèce à protéger. Ce n'est pas indispensable si on veut être efficace en termes de politique publique. Mais bien entendu qu'il y aura des opérateurs. Parce qu'on demande beaucoup, c'est aussi puisqu'il y aura des fusions, qu'il y aura des mutualisations, qu'il y aura des réorganisations. Mais il y aura qui, quoi? Mais là, le Premier Donnez-moi un ministre... exemple. Non, mais je vous ai pris un exemple très concret qui est celui des opérateurs de la biodiversité. Il y a énormément d'opérateurs qui s'occupent des questions d'environnement, de biodiversité. Est-ce qu'il faut des opérateurs éparpillés qui, pour chacun d'entre eux, bénéficient de taxes affectées, ou est-ce qu'il faut un grand opérateur qui mutualise ses fonctions support de manière à pouvoir faire des économies? Donc l'ADEME pourrait devenir le réceptacle de tout ça. Je ne suis pas ministre en charge de ce secteur et je ne vais pas faire des annonces ici à la place de mes collègues. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que là où nous avons des
opérateurs qui ont vu leur budget augmenter de 15%, leurs dépenses de personnel augmenter de 6% avec leurs effectifs, nous allons procéder à un vrai travail de rationalisation. Et ça, c'est une réforme structurelle. Sur la santé, les 10 milliards sur la santé, ce ne sont pas 10 milliards qui relèvent d'une logique de rabot. Lorsque l'on décide de développer l'hospitalisation à domicile, la chirurgie ambulatoire, de réarticuler la relation entre l'hôpital... On est dans le combat politique, vous comprenez leurs arguments. Non, mais je comprends très bien que nous sommes dans le combat politique. Et vous aussi, vous êtes dans le combat politique. Non, moi j'essaie, sur ce sujet-là, dans un pays qui est inquiet, qui souhaite son redressement, le redressement de son appareil productif, le redressement de ses comptes, le retour de la croissance, qui souhaite réussir la lutte contre le chômage, de dire... avec non pas l'esprit de la polémique, non pas l'esprit de la petite politique, mais l'esprit de Pierre Mendès France. Voilà quel est le chemin, voilà quel est le but. Est-ce que vous considérez que les députés socialistes vont vous suivre ? Est-ce que vous craignez des manifestations des syndicats ? Parce que les syndicats, la CGT par exemple, dit de Valls, il est dur avec les faibles. Non mais ça, ce n'est pas juste de dire cela. Si nous engageons cette politique-là, c'est parce que nous voulons et parce que nous y sommes attachés, sauver le modèle social français et les services publics français. Ils disent le contraire. Ils disent le contraire ce matin. Ils disent le modèle social français, c'est terminé. Peut-être, mais nous avons, un travail de conviction à faire pour montrer que si nous ne maîtrisons pas nos dettes, si nous ne maîtrisons pas nos déficits, nous perdrons notre souveraineté, qui est la garantie de notre capacité à faire monter en gamme nos services publics, notre système de protection sociale. C'est parce que nous sommes viscéralement attachés au modèle social français que nous voulons faire ces efforts pour assurer la soutenabilité de son financement. C'est parce que nous sommes viscéralement attachés au modèle social français et aux services publics que nous voulons réformer. Mais la politique, c'est un art de la conviction. Le 30 avril, il y a un vote. Est-ce que les députés socialistes vont voter ? Et notamment, Guillaume Durand, lorsque l'on est confronté à de telles difficultés, la politique, ça consiste à regarder le pays les yeux dans les yeux, à lui dire quel est le chemin, à lui dire quelles sont les étapes, à lui dire quel est le calendrier, et d'aller devant la représentation nationale, comme l'a fait le Premier ministre à l'occasion de son discours de politique générale, pour dire que ce chemin est un chemin de redressement, et faire en sorte, non pas par des arguments d'autorité, mais par la conviction, par la puissance des arguments. Donc il y a un travail à partir de ce matin, un travail à l'égard de la gauche, pour lui demander de voter le 30 avril, le fameux, c'est le programme de stabilité. Il y a un travail à l'égard de l'ensemble du pays. D'accord. Et bien entendu de la majorité. Et l'opposition doit aussi prendre ses responsabilités. Elle a laissé le pays dans la situation que l'on sait. Les réformes, elle ne les a pas faites, parce que si elle les avait faites, nous n'aurions pas à les faire aujourd'hui. Et si nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous devons courageusement prendre des décisions pour le redressement, pour l'emploi, pour le redressement... Et comment ça ? Vous dites c'est l'opposition. Mais depuis 2 ans, depuis 2 ans, qu'avons-nous fait ? Nous avons commencé la réduction des déficits. Nous avons engagé une politique de maîtrise de nos comptes sociaux comme jamais cela avait été fait. Le déficit de la sécurité sociale était de plus de 20 milliards lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité. Si nous continuons à tenir nos comptes, il sera d'un peu plus de 12 milliards en 2014, c'est-à-dire 8 milliards de diminution des déficits des comptes sociaux depuis que nous sommes en situation de responsabilité. Ce ne sont pas des résultats. Vous nous dites ce matin, l'opposition ment depuis le début. Je dis ce matin qu'il serait souhaitable, je l'ai déjà dit sur votre antenne à plusieurs reprises, que sur ces questions qui engagent l'avenir du pays, il y ait moins de polémiques, davantage... Et moi, je parle de mensonges. C'est important, parce que vous dites qu'il faut vous expliquer face aux Français. On est face aux... Moins de polémiques, Guillaume Durand, ça veut dire aussi moins de mensonges. Parce que lorsque l'opposition et la majorité décident de fréquenter la vérité, les compromis sont plus faciles sur les questions essentielles. Je ne dis pas qu'il faille être d'accord sur tout. Je dis que dans les grandes démocraties, lorsqu'il y a des grands défis, on doit être capable, sur certaines questions, de dire ensemble. Donc je pense effectivement que la vérité est une excellente manière, lorsqu'on la fréquente, d'aboutir à des solutions sur la base de davantage de compromis. Que vous manque des votes à gauche ? Mais on ne fait pas... un travail comme celui dans lequel nous sommes engagés, qui est courageux, en ayant la peur au ventre. Moi, je ne vais pas dans mon ministère le matin en ayant la peur au ventre. Je vais dans mon ministère le matin... Vous êtes protégé. Vous êtes ministre de l'Intérieur, il y a du monde. Peut-être, mais je n'y vais pas en ayant la peur au ventre, pas davantage que je n'allais au ministère du Budget lorsque j'ai élaboré ce plan, en ayant la peur au ventre. Quand on est en charge de la direction d'un pays, qu'on aime son pays, qu'on veut le sortir des difficultés, on exerce la responsabilité du pouvoir avec lucidité, avec une exigence de vérité, avec de la détermination. Il nous reste moins de 5 minutes. Montebourg, ce matin, dans les Échos. La croissance ne doit pas être entravée par la réduction des déficits. Est-ce que vous avez l'impression que les problèmes qui se posent à gauche peuvent se poser aussi au gouvernement, c'est-à-dire avec des couacs à venir, ou est-ce que maintenant la ligne est claire, mais tous derrière Valls ? La ligne est claire, et Arnaud Montebourg a raison de dire cela. D'ailleurs, c'est parce que
nous sommes soucieux de faire en sorte que l'effort d'ajustement budgétaire ne vienne pas obérer les chances de la croissance, que nous mettons en place un pacte de responsabilité et un pacte de solidarité qui va conduire à baisser les impôts sur les ménages et qui va conduire à réduire le coût du travail pour les entreprises, de manière à ce que les entreprises reconstituant leurs marges, investissent dans l'innovation, investissent dans la Donc montée il n'y en a gamme pas de nos produits. différentiel d'analyse au gouvernement. Mais pas du tout. Nous étions C'est hier... fini. Mais en tous les cas, je ne sens pas cela lorsque nous sommes moins nombreux autour de la table du Conseil des ministres, que le président de la République et le Premier ministre montrent le chemin. Il y a des débats, et ces débats montrent que notre politique repose sur un équilibre, ajustement des comptes, chance donnée à la croissance. Et cet équilibre-là rassemble autour du président de la République et du Premier ministre tout le gouvernement. Vous avez vu les métaphores qui courent ce matin dans les journaux, Cécile Cornudet, hier les Guignols, Valls c'est le shérif, quoi. Après, non pas l'approximation de Jean-Marc Ayrault, ce serait tout à fait injuste, mais après, disons, une certaine forme de discrétion, Valls, ce serait une sorte de Clint Eastwood français. Mais personne ne ressemble à personne en politique. C'est d'ailleurs fort bien comme ça. Ça permet à des personnalités qui ont des sensibilités multiples d'exercer des responsabilités. Manuel Valls, c'est un homme qui a une qualité, la détermination et la rigueur. Il est précis. Il veut délivrer. Il est désireux de faire en sorte que les engagements pris puissent se décliner dans le cadre d'un calendrier maîtrisé. C'est un homme qui est en maîtrise. Et lorsque l'on est confronté à une crise et qu'on veut la surmonter, avoir un président de la République... Donc c'est encore un homme de gauche. On n'est pas face à un personnage autoritaire qui finalement aurait un itinéraire de gauche, mais arriverait au pouvoir, ferait une politique de droite. Mais je travaille, moi, depuis des mois avec Manuel Valls. Je n'ai pas en face de moi quelqu'un d'autoritaire. J'ai en face de moi quelqu'un qui a de la détermination de l'autorité, mais qui est dans la relation de respect avec ses ministres, qui les écoute, qui échange avec eux, qui, dans la profondeur des choses, sont des qualités qui sont des qualités utiles dans le contexte. Concernant votre ministère, d'abord, je parlais tout à l'heure des collectivités territoriales. Quand est-ce qu'on saura exactement ce qui se passera pour les régions? Combien? Est-ce qu'on a maintenant des dates précises? Elles ont été avancées, les dates. Marie-Lise Lebranchu prépare un texte de loi sur la décentralisation qui reprendra les échéances qui ont été évoquées par le Premier ministre dans son discours de politique générale. C'est-à-dire 2017. Pour ce qui concerne l'évolution des départements, c'est à l'horizon 2020, ce qui nous permet de préparer l'organisation de l'administration territoriale de l'État, n'oublions pas la déconcentration, et des intercommunalités, de manière à faire en sorte que cette réforme se fasse dans un contexte où il y ait davantage de services publics, parce que c'est bien cela le but. Et d'ailleurs, comme ministre de l'Intérieur, l'organisation des administrations déconcentrées de l'État, le réseau des préfectures et des sous-préfectures, ça me concerne au premier chef. Et moi, je souhaite que cette réforme permette davantage de services publics locaux et de services publics d'État sur les territoires. C'est le but que nous poursuivrons. Nous apporterons la démonstration que nous sommes capables de faire cela précisément par la réforme. C'est bien le chiffre de 12 qui est retenu, définitivement, pour les régions. Le texte sera présenté. Moi, je ne veux pas, si vous voulez, me mettre à faire des annonces qui concernent d'autres départements ministériels sur des sujets sur lesquels les arbitrages sont en cours. Mais comme l'a indiqué le Premier ministre dans son discours de politique générale, ces textes seront présentés au Parlement dans les meilleurs délais. Dernière question, elle est importante, parce que vous êtes ministre de l'Intérieur. Vous savez que Manuel Valls, dont qu'on caricature comme un homme d'autorité, a été aussi largement critiqué concernant son passage au ministère de l'Intérieur en disant les résultats ne sont pas là. Alors vous allez être quel type de ministre de l'Intérieur? La demande des Français en matière de sécurité est forte. Mais la demande des Français en matière de sécurité, le besoin d'État des Français, tout cela doit être entendu. Et doit être entendu notamment par le ministre de l'Intérieur, qui est ministre de la Sécurité, mais qui est aussi ministre des administrations sur le territoire national, avec le réseau des préfectures et des sous-préfectures, et qui par conséquent est un peu le ministre de l'État, y compris d'ailleurs sur le plan des valeurs, puisqu'il est ministre des cultes. Et que je n'oublie pas cette dimension extrêmement importante de ma mission. Dans la tête des Français, il y a cambriolage, braquage, exécution à Marseille. Pour ce qui concerne braquage et cambriolage, le plan de lutte contre les cambriolages mis en place par mon prédécesseur donne des résultats extrêmement positifs, puisqu'au premier trimestre de l'année 2014, nous avons une diminution de 8% des cambriolages en zone gendarmerie et de 6% en zone police. Je veux conforter, amplifier, approfondir ce plan. Le résultat des zones de sécurité prioritaire ne sont pas mauvais du tout, ils sont même très bons, comme j'ai pu le constater en visite dans la zone de sécurité prioritaire de Savigny en Seine-et-Marne il y a de ça quelques jours. Je serai demain dans la zone de sécurité prioritaire de Saint-Dizier. Il faut approfondir là aussi et amplifier ces dispositifs. Donc vous serez un ministre de l'Intérieur de terrain. Je serai un ministre de l'Intérieur de terrain, je serai un ministre de l'Intérieur proche de ces troupes, je serai un ministre de l'Intérieur proche des élus locaux, et je serai un ministre de l'Intérieur qui cherchera avec fermeté,
à apaiser un pays qui a besoin de protection. Est-ce que vous attendiez, vous, donc l'ancien maire de Cherbourg, à faire arrêter un patron de la Camorra à Nice? C'est bizarre dans une carrière politique quand même. Toutes les surprises sont possibles. Oui, enfin je veux rendre hommage aux services de police et de gendarmerie qui, sur le territoire national, sont capables d'élucider des faits, de démanteler des filières criminelles qui ont parfois une dimension européenne. Et il faut qu'ils soient remis aux autorités vie, italiennes. Et je veux rendre hommage à tous ces policiers, à tous ces et gendarmes. Et on le rend aux Italiens, c'est Antonio Larusso. Il y a une procédure qui est en cours, mais donc les étapes de cette procédure doivent être respectées. Mais ce que cette affaire révèle, c'est le haut niveau de professionnalisme de la police et de la gendarmerie en France. Merci Bernard Cazeneuve. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Intérieur. Bonne journée à vous, selon Merci. La formule consacrée et sincère.